J'interviens 20 secondes dans votre vidéo juste pour vous apprendre une technique ridiculement facile pour voir des centaines d'autres vidéos d'informations alternatives et de qualité comme celle que vous regardez maintenant. Vous vous en doutez, une vidéo c'est comme un paquet de cigarettes, comme un café, comme une série, ça a un coût. Tous les jours, nous essayons de vous fournir l'information que vous recherchez, mais nous ne pouvons pas y arriver sans vous. Alors l'astuce ultime pour réussir à voir ces vidéos, pour nous aider à en produire d'autres, c'est de vous engager avec nous. Alors si vous avez aimé cette émission, aidez-nous à en produire d'autres et faites un don. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. La loi immigration défraye la chronique depuis maintenant plusieurs semaines. Véritable crise politique, elle déclenche motion de censure, démission avortée pour le Premier ministre mais bien effective pour d'autres, ouverture de commissions, débat à n'en plus finir. Mais pourquoi tant de réactions au sein de la classe politique et médiatique ? Eh bien la gauche le hurle. Le gouvernement de Macron est désormais d'extrême droite. Pourtant, le texte prévoit tout de même la naturalisation des étrangers employés dans les métiers dits sous tension, par exemple, ce qui est loin d'être une mesure encouragée par la droite. Mais en réalité, au-delà des mesures proposées dans ce texte de loi immigration, ce qui fait peur à la gauche, c'est la fin d'un tabou, celui de la préférence nationale. En effet, les débats provoqués par cette loi incitent nos élus à s'interroger sur la légitime priorité des Français à accéder au logement, aux aides sociales, à l'emploi. Manuel Bompard l'écrit « Des lignes rouges fondamentales ont été franchies. Ce sont les positions défendues par l'extrême droite française depuis 50 ans qui sont dorénavant portées par le pouvoir en place », a-t-il tonné sur le réseau social X. Cette notion de la préférence nationale, portée depuis les années 80 par le Front National de Jean-Marie Le Pen à l'époque, puis reprise aujourd'hui par le Rassemblement National, est en réalité le fruit de la réflexion d'un homme, et c'est vous, Jean-Yves Le Gallou, bonjour. Alors, nous allons retrouver Jean-Yves Le Gallou, qu'on a du mal à... Oui, ça y est, bonjour. Je vous entends aussi, c'est bon. Alors, en 1985, vous publiez déjà La préférence nationale, réponse à l'immigration. Vous êtes par ailleurs ancien député européen, président de Polémia et cofondateur de l'Institut Iliade. Vous étiez donc visionnaire en écrivant votre ouvrage sur la préférence nationale. Aujourd'hui, tous les médias vous citent et débattent de votre théorie. Alors tout d'abord, permettez-moi cette question simple. Êtes-vous heureux de voir cette victoire idéologique avec votre notion de préférence nationale qui s'impose enfin dans le débat ? Oui, mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais parce que en 40 ans, il s'est quand même passé beaucoup de choses. Et il y a eu une vague d'immigration considérable qui n'est pas intégrée, qui pose beaucoup de problèmes. Donc c'est vrai que je peux être satisfait de voir le thème de la préférence nationale venir au cœur du débat, mais je trouve que c'est un peu tard et je pourrais résumer au fond mon point de vue en disant trop peu, trop tard, car ce n'est quand même qu'une toute petite portion de préférence nationale qui a été votée, à savoir principalement la préférence nationale partielle, puisque ça diffère de 5 ans, l'accès des étrangers en situation régulière aux APL. Donc, voilà, c'est peu de choses finalement, et on trouve la même attitude de la gauche dans ce type d'affaires, c'est-à-dire le fait de protester très fort. C'est la technique que la gauche utilise toujours lorsqu'il y a une loi sur l'immigration. Elle proteste très fort pour empêcher qu'il y ait des choses réellement importantes de voter. Alors, ce qui est vrai néanmoins, c'est le fait que le principe a mis en quelque sorte le pied dans la porte. Voilà. Mais ce n'est pas davantage que le pied dans la porte.
Alors, on va y revenir, mais avant, j'aimerais rebondir justement sur cette notion de temporalité. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la loi immigration, donc, c'est trop tard, elle ne servira à rien? Est-ce que, si c'est le cas, on peut quand même encore mettre en place d'autres solutions qui pourraient venir la renforcer et peut-être sortir la France de cette crise migratoire à laquelle elle fait face depuis maintenant des années? Si vous voulez, ce qui est important dans la séquence actuelle, on va dire, il y a deux choses qui sont importantes. Il y a le fait qu'il y a une prise de conscience croissante dans l'opinion des problèmes que pose l'immigration, notamment en matière de sécurité, et qu'il y a non seulement une prise croissante de l'opinion, mais qu'il y a maintenant des prises de parole qui disent les choses. On l'a vu notamment lors de la malheureuse mort de Thomas, alors que dans la situation antérieure, ce serait passé rapidement comme un fait divers, là, le meurtre, l'agression de Crépol a été prise dans toute sa dimension. Donc il y a un premier élément qui est très important, qui est une prise de conscience, qui est doublée d'une prise de parole. Et cet élément est complété par le fait que, à l'occasion de cette loi sur l'immigration, il y a eu effectivement une petite entrée, le pied dans la porte, comme je le dis, mis par la préférence nationale. Une fois que le pied est dans la porte, il doit être possible de pousser complètement la porte et d'aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire que cette loi ne peut avoir d'importance que si elle est très rapidement suivie de mesures allant beaucoup plus loin et mettant en œuvre de manière beaucoup plus complète ce principe, à la fois dans l'accès au logement, dans l'accès aux aides sociales, dans l'accès aux allocations familiales. À ce moment-là, oui, c'est important. C'est le pied dans la porte. Mais la porte n'est pas encore ouverte. Loin s'en faut, elle est juste entrebâillée. Alors, vous le disiez, il y a une prise de conscience du peuple de la nécessité de cette préférence nationale. On le rappelle, 71% des Français sont favorables à cette préférence nationale. Est-ce que vous pensez que donc l'intérêt de la classe politique pour cette notion, est-ce que cet intérêt est sincère ou bien est-ce qu'il est purement stratégique électoralement? Est-ce qu'il y a aussi une prise de conscience de nos politiques? Est-ce que c'est une démarche qui est réellement engagée ou bien c'est juste du calcul électoral? Écoutez, je crois que la classe politique, elle sait depuis longtemps ce qui se passe, mais elle ne veut pas voir. Elle ne veut pas voir pour deux raisons. Je crois à gauche, parce qu'elle est aveuglée par l'idéologie mondialiste, l'idéologie sans frontiériste, et que la gauche est à la remorque complète de l'extrême gauche dans ces domaines. Et la droite parce qu'elle a peur d'avoir à tirer les conséquences de ce qu'elle voit. Et donc la classe politique est très largement dans le déni. On le voit d'ailleurs, si vous voulez, puisque la loi qui a été votée schématiquement, c'est la loi qui avait été votée après modification par le Sénat. Et donc le Sénat a fait des gestes dans la bonne direction, mais ce sont malgré tout que de petits gestes, parce qu'ils n'ont pas osé aller beaucoup plus loin. Ils vivent aussi, il faut le reconnaître, dans la crainte, on n'en a pas parlé, mais dans la crainte de la censure du Conseil constitutionnel, qui est une censure politico-idéologique, beaucoup plus qu'une censure juridique, contrairement à ce qu'on raconte. Alors, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a certains élus qui acceptent de voter cette loi tout en se rassurant, en se disant mais de toute façon, comme ça, nous, on reste en bonne posture vis-à-vis des Français, ils ont l'impression qu'on répond à leurs inquiétudes, mais au fond, on sait très bien qu'il y a quand même beaucoup de points de cette loi qui seront recalés par la CEDH. Les points ne seront pas recalés par la CEDH, qui n'intervient pas directement. Les points, ils pourront être, comme vous dites, recalés par le Conseil constitutionnel, d'autant plus que le Conseil constitutionnel est
est encouragé en quelque sorte par Macron à censurer et dire qu'est-ce qui serait contraire à la Constitution. En fait, il n'y a rien de contraire à la Constitution. Il n'y a de contraire à la Constitution ce que le Conseil constitutionnel, de manière parfaitement arbitraire, voudra bien déclarer comme contraire à la Constitution. Alors ça rejoint votre notion du gouvernement des juges. Puisque le vote est réservé aux Français. C'est donc un élément de préférence nationale qui est au cœur de la Constitution. Donc on ne veut pas dire que la préférence nationale est contraire à la Constitution. Après, on peut interpréter effectivement, alors en fonction de textes internationaux ou de principes que le Conseil reconnaît comme constitutionnels, mais c'est de la construction politico-idéologique beaucoup plus que du droit. Donc ça, ce que je vous demandais, c'est on rejoint ensuite ce sujet du gouvernement des juges qui vous est cher aussi, je crois, Jean-Yves Le Gallou. Oui, je crois que depuis 40 ans, même un peu plus, nous vivons sous le règne du gouvernement des juges, qui peut être à la fois le règne du Conseil constitutionnel, le règne du Conseil d'État. Je rappelle que le regroupement familial, il a été imposé en 1978 par une décision du Conseil d'État, alors qu'à l'époque, le gouvernement de Giscard d'Estaing et de Barre voulait revenir supprimer le regroupement familial. C'est le Conseil d'État qui l'a imposé. Le gouvernement des juges, il est aussi imposé par un certain nombre de décisions des tribunaux judiciaires qui surinterprètent les textes internationaux. Ce qu'on appelle l'état de droit, c'est un état idéologique de surinterprétation de textes généraux. Alors je vais revenir du coup à notre sujet de la préférence nationale. Dans la bouche de certains élus, il se transforme maintenant parfois en priorité nationale. Est-ce que ce choix des mots révèle une nuance ? Alors, en fait, le mot de préférence nationale est le mot le plus complet et qui correspond au fait que s'il n'y a pas de préférence nationale, à la limite, il n'y a pas de communauté nationale. Toutes les communautés se basent sur une préférence. Alors, il y a eu une diabolisation pendant un certain nombre d'années de ce concept, et je crois que c'est Marine Le Pen en 2010 ou 2011 qui avait préféré prendre le mot de priorité nationale, dans la mesure où elle estimait que le terme de préférence nationale était en quelque sorte diabolisé. Je crois que ce mot s'est à nouveau imposé dans l'actualité, et il est plus, on va dire, plus charnel, plus historique que le mot de priorité nationale, mais en pratique, le contenu est assez voisin. Si vous assurez la préférence pour les Français dans l'accès au logement, ou vous leur assurez la priorité dans l'accès au logement, c'est une chose assez voisine, en fait. Écoutez, pour finir très rapidement, une petite question qui peut-être sera indiscrète. Est-ce que vous l'auriez signé, vous, Jean-Yves Le Gallou, cette loi immigration ? Non, je ne l'aurais pas voté parce que je pense qu'elle comporte une part de régularisation qui est extrêmement dommage, parce que toute régularisation, là on parle de 10 000 personnes supplémentaires par an, je ne sais pas si ce sera le cas, mais 10 000 personnes supplémentaires par an régularisées, ça veut dire en fait 30 ou 40 000 avec le regroupement familial qui suit la régularisation à partir du moment où les gens ont le titre de séjour. Donc, je pense que si j'avais été en position de voter, j'aurais préféré à minima l'abstention pour prendre en compte à la fois le côté positif qu'il y a incontestablement dans cette loi, notamment avec la reconnaissance du principe de préférence nationale, mais sans aller jusqu'à voter une loi qui va amener de nouvelles régularisations. Écoutez, merci beaucoup Jean-Yves Le Gallou, réponse très claire.
Je rappelle que vous publiez en 1985 la préférence nationale réponse à l'immigration, question qui est maintenant au cœur du débat. Vous êtes par ailleurs ancien député européen, président de Polémia et cofondateur de l'Institut Iliade. Merci beaucoup Jean-Yves Le Gallou.